Vinicius, Mbappé, on arrive. Le Barça est de retour dans la course au titre, les frères. Franchement, je vous le dis, j'aurais jamais cru ça il y a quelques semaines d'ici. Jamais de la vie il y a quelques semaines d'ici, j'aurais cru ça. Pour moi, c'est bon, c'était mort et enterré. C'est bon, je m'étais fait à l'idée, je me suis dit, le championnat, c'est pas pour nous cette saison. Je me suis dit, bon, à partir du moment où t'étais à 7 points du Real, 4 points de l'Atlético, t'étais plus proche de la 4ème place que de la 2ème place, comment tu veux y croire? Moi, je me suis dit, c'est bon, on va tout mettre sur la Ligue des Champions, essayer de faire un bon parcours en Ligue des Champions, et pourquoi pas gagner la Copa. Mais de là à revenir dans la course aussitôt dans le championnat, je vous dis, j'y croyais pas. À la limite, ce que je me disais, c'est peut-être le Classico t'aurait peut-être permis de relancer un petit peu le suspense pour la fin du championnat. Et encore. Mais là, quand on voit que, quand je vous dis, il y a 10 jours d'ici, t'étais à 7 points du Real, et que là, t'es revenu à 2 points du Real Madrid, à 1 point de l'Atlético, les gars, c'est exceptionnel. Je vous dis, c'est exceptionnel. Et pourtant, les gars, je vous dis, hein, même aujourd'hui, avant ce match, j'étais pas totalement serein, les gars. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec le Barça. À chaque fois que le Real ou l'Atlético fait un faux pas, t'as du mal à en profiter. C'est toujours la même chose, les gars. Et là, les deux t'ont fait un faux pas. C'est pour ça que je vous dis, j'étais pas serein du tout. Et encore plus sur l'égalisation de Séville. Quand Séville a égalisé aujourd'hui, je me suis dit, c'est bon. Ça pue cette histoire. Je vous dis la vérité. Quand t'es rentré au vestiaire à la mi-temps avec un partout, je me suis dit, ça sent très très mauvais, les gars. Vraiment. Donc c'est pour vous dire. Là, le principal, c'est que tu arrives à revenir à 2 points du Real, à 1 point de l'Atlético, même si, encore une fois, il n'y a pas tout qui a été parfait dans ce match. Il faut dire la vérité, les frères. Heureusement, le principal, encore une fois, c'est la victoire. Le principal, encore une fois, c'est les 3 points, le fait que tu te relances totalement. Et on a vu, bien sûr, des très bonnes choses dans le match. Mais je vous dis, il n'y a pas tout qui était parfait. Loin de là, les gars. À commencer par Araujo. Araujo, le mec, il joue 20-30 minutes, même pas. Il a juste eu le temps de causer un but, il t'a donné l'égalisation à Séville, et puis il est sorti sur blessure, les gars. Non, je vous dis, les gars, je vous l'ai dit, et je vous le redis, les frères. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Araujo, pour moi, on va regretter sa prolongation. Araujo, pour moi, il devait partir cet hiver. Araujo, pour moi, il fallait pas le prolonger. Araujo, pour moi, il a pas sa place dans ce 11. Encore plus là, avec le retour d'Inigo Martinez. Jamais de la vie, pour moi, Araujo devait être titulaire aujourd'hui. Pour moi, il n'y a aucun débat sur le fait qu'aujourd'hui, la défense centrale du Barça, c'est Inigo Cubarsí. C'est tout. De toute façon, c'est simple. Maintenant, c'est bon. Même ceux qui n'étaient pas totalement convaincus, même ceux qui avaient du mal à être convaincus par ça et à y croire totalement, là, je pense que vous avez cette réponse aujourd'hui, les frères. Je suis désolé. Là, je pense que ce match-là vous sert de leçon. Je pense que ce match-là, il vous ouvre les yeux par rapport à Araujo. De toute façon, dans tous les cas, il est blessé, je ne sais pas pour combien de temps, et qu'il prenne son temps, c'est pas mon problème, les gars. J'en ai rien à foutre par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, quand on voit qu'en 30 minutes, avec Araujo sur le terrain, t'encaisses un but, et sur tout le reste du match, avec une grande partie du match où t'es même à 10 contre 11, t'es beaucoup plus solide défensivement. Les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et juste une chose, les frères, juste une chose, quand on voit, et quand on compare, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, quand on compare l'alignement défensif de cette équipe du Barça et de cette défense du Barça avec Araujo sur le terrain, on voit que Araujo couvre le hors-jeu, c'est lui qui couvre le hors-jeu sur le but de Séville. Alors peut-être de peu, ouais, d'accord, ouais, c'est de peu, comme depuis le début de la saison. On sait très bien que les hors-jeux, ça se joue à très peu. On sait très bien que l'alignement du Barça, souvent, il se joue à quelques centimètres, à quelques millimètres. Mais Araujo était pas bien aligné. À partir du moment où le but il a été validé, c'est que c'est bon, il n'y avait pas hors-jeu, les gars. On va pas commencer à rentrer dans les web, peut-être que si... Non, plusieurs fois, énormément de fois depuis le début du championnat. Il y a plusieurs buts qui ont été refusés justement aux adversaires du Barça. Quasiment chaque match, il y en a. Et d'ailleurs, il y en a eu un dans ce match. C'est pas pour se plaindre dès que voilà, ça va pas dans ton sens. C'est aussi simple que ça, les frères. Mais tout ça pour dire que là, quand Araujo était sur le terrain, quand Araujo était présent, voilà, l'alignement était tel qu'au final, Araujo couvre le hors-jeu. Et ça cause un but pour Séville. Et quand on compare à ça, la défense et l'alignement de la défense du Barça quand Araujo était plus sur le terrain, les gars, c'est totalement différent, les gars. Regardez-moi l'alignement quasiment parfait. Il faut dire la vérité, les gars. L'alignement est systématiquement parfait. Et on l'a vu d'ailleurs sur cette action-là, c'est l'action qui a donné le but annulé pour le FC Séville. Sur la même action, il y a eu 2 situations où justement l'alignement défensif était tellement parfait que voilà, que les deux fois, il y avait hors-jeu pour Séville.
2 fois sur la même action, les gars, l'alignement était bon. Donc déjà ça c'est un problème. Alors ouais, c'est vrai que vous allez me dire peut-être que Araujo a peut-être moins l'expérience, a peut-être moins joué avec le Barça de Hansi Flick, a peut-être moins expérimenté ce fameux alignement et ce piège du hors-jeu que le Barça joue depuis le début de la saison. Mais ça c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre les gars de ça. J'en ai absolument rien à faire. T'as 2 défenseurs, t'as un Cubarsí et t'as un Inigo Martinez qui le font très bien, qui le gèrent très bien depuis le début de la saison, ce foutu alignement, qui pose problème à beaucoup, qui fout les boules à beaucoup. D'ailleurs, chaque semaine, on entend à chaque fois les commentateurs, les observateurs, bref, tout le monde qui dit « Ouais, mais non, mais l'alignement du Barça, il est pas si bien que ça, mais ça peut poser des problèmes quand ça va être contre des plus gros adversaires. » Alors que quand c'était contre des plus gros adversaires, contre le Bayern, contre le Real, contre Dortmund, on a vu qui était encore présent, cet alignement-là, cette défense haute du Barça et ce piège du hors-jeu était encore présent et ça n'a pas posé problème. Mais bref, tout ça pour dire que ça, c'est Inigo et c'est Cubarsí, les gars, c'est pas Araujo. Araujo a énormément de retard par rapport à ça. Alors peut-être que, voilà, peut-être la saison prochaine, peut-être que s'il fait la préparation complète avec le Barça, peut-être qu'il pourra intégrer pleinement. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est pas la première fois, comme je vous dis, qu'il couvre des hors-jeux et qui donne des possibilités comme ça à l'adversaire. Ça, c'est une première chose. Après, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est la seule erreur d'Araujo dans ce match. En tout cas, voilà, il a eu le temps de faire que cette erreur-là. Mais pour moi, c'est bon. Voilà, maintenant, à partir du moment où Inigo est de retour, il n'y a plus débat par rapport à qui sera présent dans cette défense centrale. Par contre, il y a une chose aussi à dire, les gars. C'est qu'au milieu de terrain, je ne sais pas pourquoi Casado n'était pas titulaire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi Casado n'a pas joué, les gars. Mais ça, par contre, ça a posé énormément de problèmes, les gars. Le milieu de terrain du Barça, sans Casado, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est très 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 difficile. Clairement, le milieu de terrain aujourd'hui a totalement pris l'eau sur l'aspect défensif. Déjà pour commencer, on voit à quel point ce milieu de terrain du Barça s'est littéralement fait ouvrir. Et on le voit sur cette action-là où clairement il n'y en a aucun qui est bien positionné. C'est Cubarsí d'ailleurs qui doit monter pour prendre le rôle du numéro 6, du milieu défensif, tellement tout le monde était mal aligné, tout le monde se jette n'importe comment. Et c'était le foutoir, pour être poli. Là où quand t'as Casado, t'as toujours ce joueur qui est là pour réguler, pour apporter cet équilibre-là, et jamais de la vie, tu te fais ouvrir aussi facilement au milieu de terrain. Et c'est pour ça, vraiment, pour moi, il n'y a aucun débat sur le fait que ce joueur, Casado, doit absolument intégrer le 11 du Barça, les frères, je vous le dis. Et ça, on le voit sur l'aspect défensif. Et plusieurs fois, comme je vous dis, le milieu de terrain du Barça s'est fait ouvrir. Plusieurs fois sur les contre-attaques, tu t'es fait très mal. Mais même sur l'aspect offensif, il faut le dire, les gars. Sur l'aspect offensif, on le voit encore une fois quand on voit le milieu de terrain du Barça. Je suis désolé. À part Pedri, qui, balle au pied, c'était très bon. Pedri qui était exceptionnel, encore une fois, balle au pied, et on va revenir sur ça. Mais sur le reste, Gavi, balle au pied, c'était un petit peu compliqué. Mais tout ça pour dire, les gars, que le milieu de terrain aujourd'hui, balle au pied, c'était très compliqué. Balle au pied, ça avait énormément de difficultés à poser le jeu. À part sur Pedri qui était au-dessus du lot, encore une fois, comme d'habitude, qui a été stratosphérique. Et on va en reparler. Pour le reste, c'était très compliqué. Avec Frenkie de Jong, les gars, il n'était pas dedans du tout. Balle au pied, c'était une catastrophe, les gars. Balle au pied, il t'a absolument rien apporté. Et je vous le dis, et je vous l'ai dit plusieurs fois sur les derniers matchs. Frenkie de Jong, face à des blocs bas, à des Getafe, des Alaves, des équipes comme ça qui jouent dans un bloc bas, où Frenkie de Jong a la possibilité d'avancer avec le ballon sans être mis sous pression, sans être pressé, c'est pas un problème, tu peux compter sur lui. Mais par contre, contre une équipe comme Séville, qui met un peu de pression, qui met un peu de pressing sur le milieu de terrain du Barça, là on a bien vu en début de match, sur la première mi-temps, les gars, un Frenkie de Jong qui perd un ballon au milieu de terrain, qui a donné une très grosse occasion à Séville en contre-attaque, les gars. Là où justement tu as un Casado qui, pour le coup, voilà, t'apporte beaucoup plus de sérénité. Face à un milieu de terrain qui presse, face à un milieu de terrain qui presse pas, peu importe, mais il t'apporte cette sérénité-là. Il perd vraiment très peu de ballons. Tout ça pour dire que là, aujourd'hui, Casado, il t'a autant manqué sur l'aspect défensif que sur l'aspect offensif. Là où justement, t'as un Pedri, les gars, qui encore une fois a été tout simplement stratosphérique aujourd'hui, les gars. Je sais pas si on se rend compte, encore une fois, du match exceptionnel de Pedri. On a parlé du match contre Valence en Copa del Rey il y a quelques jours d'ici qui a été exceptionnel pour Pedri, avec encore une fois une très belle passe pour Fermín López, tout comme aujourd'hui encore une fois, où il arrive à servir Fermín López sur son but, les gars. Alors là, je vous dis, Fermín López, il doit en grande partie sa grande forme, ou en tout cas son efficacité à Pedri.
Sur l'aspect qualitatif balle au pied, les gars, Pedri, c'est une dinguerie. Pour vous dire à quel point c'est propre, à quel point c'est monstrueux, Pedri, il y a une situation qui m'a marqué en fin de match, les gars. C'est une situation où Pedri te perd un ballon. Il perd un ballon dans le camp du Barça. Et tu vois, il s'arrête de jouer. Il s'arrête de jouer parce qu'il savait très bien que s'il avait perdu le ballon, c'est parce qu'il y avait une main de l'adversaire. C'était Souzo, il me semble, le joueur de Séville qui touche le ballon de la main. Mais il a tellement confiance en lui qu'il sait très bien, les gars. S'il perd le ballon, c'est pas pour rien. S'il perd le ballon, c'est parce qu'il y a une faute de l'adversaire. Non, vraiment, c'est exceptionnel, les gars. Vraiment, aujourd'hui, Pedri. Ça fait un petit moment qu'on compare Pedri à Iniesta, qu'on parle de Pedri comme l'un des meilleurs milieux de terrain, voire le meilleur milieu de terrain du monde. Mais là, pour moi, la comparaison, elle va même plus loin, les gars. Non seulement c'est actuellement le meilleur milieu de terrain du monde, mais là, actuellement, pour moi, Pedri, je vous dis la vérité, les gars. Je vais dire des dingueries, hein. Je vais dire des dingueries, mais pour moi, Pedri, c'est pas juste à des Iniesta qu'il faut les comparer. Mais ça, on y reviendra sur les prochains matchs, etc. Et on fera une grosse mise au point sur Pedri parce que la saison qu'il fait, les gars. La saison qu'il fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Et vous allez voir ça en Ligue des Champions. Vous allez voir quand ça va se confirmer en Ligue des Champions, les frères. Et on le voit. Au-delà de ça, au-delà de sa passe pour Fermin, au-delà de sa sérénité balle au pied, le nombre de fois où il te sert Yamal, les diagonales de Pedri pour Yamal à chaque fois, c'est tout simplement magique. C'est tout simplement... C'est majestueux, les frères. C'est exceptionnel. C'est la spéciale aujourd'hui de Pedri. À chaque fois, réussir à te faire cette diagonale pour Yamal. Et juste derrière, voilà, Yamal aussi. Encore une fois, les frères, le match qui te fait Yamal. Alors c'est frustrant parce qu'il n'est pas décisif. Il participe en rien au résultat aujourd'hui, Yamal. Mais dans le jeu, ce qui fait Yamal aujourd'hui. Dans le jeu, ce qui te fait encore une fois Yamal aujourd'hui, les gars. Mais c'est tout simplement magistral. C'est exceptionnel. C'est stratosphérique. Et pour le même prix, il peut marquer d'ailleurs aujourd'hui plusieurs fois, sur plusieurs situations d'ailleurs, sur des ballons de Pedri, sur des diagonales de Pedri, avec des reprises de volée où il te fouette le ballon presque de l'extérieur du pied. Plusieurs fois, il aurait pu marquer, plusieurs fois il aurait pu être décisif, plusieurs fois il aurait pu être dangereux, les gars. Il était tellement serein, il avait tellement confiance justement sur ces beaux ballons, sur ces bijoux que lui mettait Pedri, qu'à chaque fois tu le voyais aujourd'hui, il jouait à chaque fois en une touche de balle. Le ballon il arrive, bam, une touche de balle, il remet le ballon. Le ballon il arrive, bam, une touche de balle, il va essayer de la cadrer. À chaque fois c'était comme ça. Des fois même, je trouve qu'il abusait un petit peu de cette tendance à jouer en une touche, quand il pouvait un petit peu poser le jeu et essayer de chercher les solutions plus simples. Ça n'empêche pas qu'encore une fois, je vous dis, Yamal, c'est tout simplement extraordinaire, les gars. Entre son match contre Alaves, qui a été stratosphérique et qui a été très complet, et encore une fois, ce match-là, où sur l'aspect technique, il est tout simplement magistral. Encore une fois, il te réussit quasiment tous ses dribbles. Il arrive à quasiment à chaque fois à passer, il arrive à toujours être très dangereux, malgré le fait qu'il y a 2-3 joueurs autour de lui. Non, la forme dans laquelle il est, elle est exceptionnelle, les gars. Vraiment, elle est exceptionnelle. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, comme je vous dis, ça se traduit pas forcément au niveau de ses statistiques. Contrairement justement à un Rafinha. Où là, pour le coup, dans le jeu, Rafinha, c'était... J'ai même presque envie de dire, paradoxalement, Rafinha, aujourd'hui, dans le jeu, c'était presque mauvais. C'était presque mauvais, là où justement Rafinha te réussit quasiment aucun dribble. Il y a beaucoup de déchets dans le jeu de Rafinha aujourd'hui. Mais à la finition, c'est tout simplement exceptionnel, les gars. C'est tout simplement monstrueux, j'ai envie de vous dire. Parce que le but qui te met, les frères, le but qui te met, déjà, il est magistral. Encore une fois, Rafinha Ballon d'Or, les gars. Je vais sortir des pancartes Rafinha Ballon d'Or. Je vais aller manifester avec dans la rue, je vous le dis, les frères. Parce que le but qui te met, dans un contexte très compliqué, et on va y revenir, les gars, juste après un potentiel penalty pour Séville, juste après une action litigieuse pour Séville dans la surface du Barça, juste derrière, il a la lucidité de réussir le dribble, et juste derrière de déclencher une frappe monstrueuse de son mauvais pied entre guillemets. Non, les gars, vraiment, ce joueur est trop fort, ce joueur est trop fort, les gars. Le but est tout simplement exceptionnel. Pour moi, je pense que c'est même l'un des meilleurs buts de Rafinha depuis le début de la saison. Mais même en dehors de son but, sur le premier but, sur le but de Lewandowski, le ballon il vient de Rafinha encore une fois. C'est lui qui met ce ballon à Inigo Martinez pour que Inigo Martinez la remette à Lewandowski. Sur le quatrième but, pareil, c'est lui qui est à l'origine de l'action, c'est lui qui met le ballon pour Eric Garcia. Donc il est impliqué sur les 3 buts. D'ailleurs, j'étais même surpris de voir un Pedri qui a été l'homme du match, même si c'est pas volé, hein. Mais dans le résultat, à partir du moment où tu as Rafinha qui est impliqué sur 3 des 4 buts, pour moi, il aurait totalement mérité ce titre d'homme du match. Je vous dis la vérité, les gars. Après, j'ai parlé un petit peu de toute l'équipe et j'ai parlé un petit peu
l'ensemble de ce match. Mais pour moi, encore une fois, les gars, je suis désolé. Hein, mais un joueur comme Szczęsny, pour moi, je suis désolé, mais moi, je suis absolument pas rassuré, les frères. Je vous le dis aujourd'hui parce qu'un jour, ça va nous jouer des tours. Aujourd'hui, c'est pas grave. Aujourd'hui, voilà, tu arrives à t'en sortir, tu gagnes 4-1, tu prends 3 points dans le championnat, tu arrives à recoller quasiment à hauteur de l'Atlético et du Real. Mais Szczęsny, les gars, moi, je suis pas rassuré. Vraiment, sur ses sorties, des fois, les gars, tu te demandes vraiment ce qu'il fait. Sur ses sorties, des fois, tu sens vraiment un manque de sérénité. Le mec, il sort, t'as l'impression de voir presque un gardien amateur. Les gars, je comprends pas. Peut-être qu'aussi, c'est un manque de fraîcheur physique, peut-être une raideur liée à l'âge, etc. Mais quand tu vois, quand il sort comme ça, que ça manque de souplesse, que ça manque voilà, de capacité à pouvoir te renvoyer ce ballon sur le côté, à s'étendre complètement, c'est là où ça me pose problème, les gars. Et même plusieurs fois aussi, on voit que il te fait les arrêts, il n'y a pas de problème là-dessus. Il te les fait les arrêts. Mais des fois, plusieurs fois, tu te dis, il a peut-être la capacité à pouvoir la capter ou à pouvoir plus facilement écarter le danger. C'est ça qui me dérange un petit peu. Et surtout, ce qui me dérange le plus avec Szczęsny, les gars, c'est ces sorties inutiles. Ces sorties où il sort, encore une fois, comme on l'a vu contre Benfica, comme on l'a vu sur énormément de matchs, où le mec, déjà, il sort alors qu'il n'a pas forcément besoin de sortir, ça c'est une première chose, mais surtout, deuxième chose, c'est il sort pour aller dégager le ballon, alors que plusieurs fois, ben, tu as des joueurs du Barça à côté de lui, tu as des défenseurs qui sont à côté de lui, qui peuvent récupérer le ballon sans problème. Et on l'a bien vu, Koundé, qui s'est énervé sur Szczęsny à un moment donné, qui lui a dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis là, pourquoi tu la dégages? Laisse-la moi, je la prends. Et ça, franchement, moi, ça me dérange. Je vous dis, moi, cette tendance avec le Barça, avoir certains joueurs qui ont tendance à un peu trop dégager le ballon, moi ça me dérange de fou, les gars, je vous dis la vérité. Pour moi, au Barça, quand tu joues au Barça, tu peux être même le gardien, tu peux être le défenseur central, tu peux être le militaire, n'importe quel joueur, n'importe quel poste. Quand tu joues au Barça, tu dégages vraiment si vraiment tu as une urgence. Si maintenant tu commences à dégager à tout va, si tu commences à faire des dégagements, tu perds totalement l'identité du club, je vous le dis, les gars. Et c'est pour ça que quand on a entendu justement que Iñaki Peña était un petit peu déçu, qu'il s'est même un petit peu disputé avec Hansi Flick, ça m'étonne même pas, les gars, parce que pour moi, je trouve vraiment qu'il a manqué énormément de reconnaissance sur ces derniers matchs. Quand on voit vraiment que tu as très peu de choses à lui reprocher sur ces derniers matchs. Là où Szczęsny, il y a énormément de choses à redire, même d'ailleurs sur le but de Séville, il est loin d'être exempt de tout reproche. Parce qu'on voit, le mec, il sort, puis il recule. On sait très bien qu'un gardien qui recule, c'est un gardien qui est battu. Alors qu'encore une fois, il n'a pas forcément besoin de sortir. Je vous dis, c'est compliqué. Sinon, pour ce qui est de l'arbitrage, les gars, commencez même pas à parler de l'arbitrage ou quoi que ce soit d'autre. Le carton rouge, il a été donné. Est-ce qu'il y a carton rouge? Je pense qu'il y avait carton rouge, je vous le dis. Si le carton rouge n'avait pas été sifflé, je pense que, ou s'il n'avait pas été donné, ça n'aurait pas été non plus un scandale. Mais bien sûr que le carton rouge est mérité. C'est totalement mérité, ce carton rouge. Mais par contre, de là à dire que le penalty ou la faute de Koundé, elle est totalement manifeste, ou que c'est un scandale de voir ça, pour moi, je suis pas sûr du tout, les frères. Je vous le dis. Attention, là aussi, le penalty se siffle. Si ça se siffle, je dis pas du tout que c'est un vol. Je vous le dis, les frères. Par contre, c'est pas une faute totalement visible. Là où, par contre, je peux comprendre que certains soient frustrés et se plaignent de l'arbitrage, c'est le fait que l'arbitre n'a pas été vérifié à la vidéo. Parce que ça, c'est une situation que tu dois aller vérifier. Je vous le dis, les gars. Au minimum, l'arbitre doit décider. Parce que il y a un contact, c'est sûr et certain. Alors, la question, c'est est-ce que Koundé, il pousse ou pas? Parce que le contact, il est là, il n'y a pas de problème. Je le dis, il y a le contact. Enfin, on a tous vu le contact, ça, c'est pas la question. Mais de là à dire de manière sûre et certaine que Koundé, il pousse l'adversaire, là, personnellement, je suis loin d'être sûr. Très très loin d'être sûr. Après, de toute façon, les gars, j'ai envie de vous dire en tous les cas, le Barça a fait le taf aujourd'hui, les frères. Le Barça a fait le taf aujourd'hui, malgré l'arbitrage ou pas l'arbitrage, les gars. Le Barça a été bon. Et le Barça mérite cette victoire. Et ça serait vraiment malhonnête, très malhonnête aujourd'hui de dire l'inverse. C'est aussi simple que ça, les frères. Sur ce, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, j'ai envie de vous dire à très vite pour suivre la suite de ces aventures en Liga. Parce que là, clairement, les gars, on est sur une Liga 2024-2025. Mais c'est une série Netflix, les gars. Vraiment, c'est une Liga pleine de rebondissements.
avec du suspense jusqu'à la fin, les gars. Franchement, on se régale cette année, je vous dis la vérité, les frères. Sur ce, on se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.